On va voir, alors on va attendre 2 petites minutes que tout le monde se connecte à la visio et puis on va, doucement commencer par l'introduction de cette table ronde aujourd'hui sur l'archéologie et le numérique. Donc c'est notre troisième table ronde, sur, «Qu'est-ce que tu fabriques?» numéro 3, qui est un format proposé par la Casemate et principalement en ligne. Voilà. Donc, je vois que les gens se connectent au fur et à mesure. Je me permets de vous donner l'information que si vous ne souhaitez pas être vu sur l'enregistrement, cet événement va être enregistré et diffusé sur notre chaîne YouTube après cette journée. Donc, si vous souhaitez ne pas apparaître, vous pouvez, à partir de maintenant, couper votre caméra. Voilà. Petite chose technique. Au niveau des questions, donc bien sûr qu'on a plusieurs invités aujourd'hui, vous allez avoir sûrement des questions. Je vous invite à les poser via le chat sur Zoom par écrit et nous aurons un moment de questions à la fin de cette table ronde pour y répondre. C'est plus simple pour nous au niveau du son et pour organiser les temps de parole. Voilà, donc ça vous permet au fur et à mesure de poser vos questions. Il y a une modératrice qui va récupérer les questions et qui les posera à l'oral à la fin. Voilà. On va être ensemble pendant 45 minutes, 45, 50 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va avoir deux projets présentés de manière assez rapide avec des questions-réponses. Voilà un petit peu l'organisation de cette séance. OK ? Donc, on va tout de suite introduire un petit peu plus précisément sur de ce qu'on va discuter aujourd'hui sur les utilisations et les usages des outils numériques en archéologie et aussi l'utilisation d'un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique, et en quoi ces espaces de fabrication numérique peuvent aider ces professionnels dans l'apprentissage de ces nouveaux outils. Donc, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. On va se focaliser sur deux technologies en particulier, qui sont la numérisation 3D, donc globalement la captation d'un objet en 3 dimensions et pouvoir générer un fichier numérique. Et ensuite, comment on va utiliser ce fichier numérique pour pouvoir imprimer, par exemple, ce modèle numérique et reproduire des reliquats factice, mais bien physique. Donc, on a deux entrées. Donc, les deux projets d'aujourd'hui vont être présentés et font appel à ces deux technologies. On va tout de suite commencer par les invités. Donc, nous avons Hélène. Hélène, je vous laisse vous présenter. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis Hélène Coquegnaud, je suis anthropologue biologiste et donc je suis directrice de recherche au CNRS dans l'université bordelaise et en même temps je suis directrice d'études à l'école pratique des hautes études, voilà, qui est le plus ancien laboratoire d'anthropologie biologique au monde. Donc voilà, je suis assez fière de cela. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci pour cette invitation. Merci à vous et merci beaucoup pour cette présentation. On enchaîne avec Laetitia. Je te laisse te présenter. Oui, donc je m'appelle Laetitia Vanditelli, je suis chargée de l'action culturelle au musée archéologique Saint-Laurent. Merci. Et nous avons une invitée surprise. Anne, je vous laisse vous présenter. Alors, Anne Nasser, je suis la directrice du musée archéologique Saint-Laurent. J'ai pris mes fonctions il y a assez peu de temps maintenant. Enfin, assez peu de temps, parce que c'était en janvier. Et avec Laetitia, nous sommes là en voisine. Puisque, Exactement, de la Casemate. De la Casemate, voilà. Super, merci beaucoup. Merci d'être là parmi nous. On va commencer tout de suite avec les premières questions pour Hélène. Donc, vous nous avez parlé d'anthropologie biologique, Hélène. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail votre métier et la notion forensique aussi pour nos auditeurs qui comprennent bien cette notion-là pour après continuer sur votre projet? D'accord. Alors en fait, qu'est-ce que l'anthropologie biologique? C'est un vaste champ disciplinaire qui va étudier l'homme, à la fois dans son évolution, dans sa variabilité, dans sa diversité, dans le temps, dans l'espace, et le tout dans une interface bioculturelle. Donc vous voyez, c'est vraiment un champ très très vaste. Et moi, dans ce champ de l'anthropologie biologique, j'étudie principalement les enfants.
Alors, quand je dis enfant, c'est au sens large, c'est-à-dire que je peux étudier des squelettes avant la naissance jusqu'à 20-25 ans, qui est en fait pour moi lorsque la maturation squelettique est terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment enfant au sens très large. Ces enfants, je les étudie sur le temps long, c'est-à-dire les enfants les plus anciens que j'ai pu étudier ont à peu près 2 millions d'années et je peux étudier des enfants vraiment très modernes, très récents. Et qu'est-ce que j'étudie sur ces enfants? En fait, je regarde leur processus de croissance. Je regarde en fait si leur rythme de croissance a évolué au cours du temps. Et par exemple, je regarde un petit peu comment va grandir le crâne. Je regarde à la fois les processus de croissance normale et bien évidemment la croissance pathologique. Donc, tout ce qui est pas normal, tout ce qui aura laissé des signes de maladie sur des os des populations du passé. Et pour cela, donc, j'utilise les méthodes de l'imagerie 3D et c'est pour ça, je crois, que je suis là aujourd'hui. J'ai une particularité aussi, c'est que je fais, en plus de cela, de l'anthropologie forensique et c'est pour ça que je pense que vous me posez la question. Alors en fait, c'est un terme qui est une traduction, qui vient d'une traduction du Canada, d'un terme américain en fait, qui est le terme de forensic anthropology et qui a été traduit donc par les Canadiens par anthropologie forensique. Et depuis, ce terme est utilisé également en France. Et en fait, en France, il y a deux sortes d'anthropologues. Il y a les anthropologues, vraiment les médico-légaux, qu'on appelle aussi les anthropologues d'identification. Et généralement, ce sont des médecins légistes ou des anthropologues et qui vont utiliser en fait les méthodes. Ce sont des utilisateurs de méthodes anthropologiques pour des besoins d'identification de restes humains dans un contexte judiciaire. Alors que l'anthropologie forensique, c'est vraiment une science, ça appartient vraiment aux sciences forensiques, c'est vraiment un domaine scientifique. Et en fait, les anthropologues forensiques ne vont pas se contenter d'utiliser des méthodes, ils vont développer des méthodes appliquées ensuite à l'identification des restes squelettiques, toujours dans des contextes souvent judiciaires. Très bien. Eh ben, c'est super pour cette explication. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de recherche justement sur de la numérisation 3D d'ossements de l'époque napoléonienne, il me semble, et avec un petit peu plus de détails sur cette partie-là? Oui, alors j'ai eu la chance il y a quelques années d'appartenir à ce qu'on appelle un LIA. Un LIA, c'est un laboratoire international associé qui était un laboratoire franco-russe qui s'appelait donc le LIAK 1812. Il était à la fois constitué par deux entités, deux laboratoires de recherche, donc un en France, le CNRS, et l'autre en Russie, donc c'était l'Académie des sciences de Russie, et deux universités, donc le PHE, l'École pratique des hautes études dont j'ai parlé au début, et l'Université d'État de Moscou. Ce LIA était géré à la fois donc, par un professeur de l'Université Lomonosov, qui était Alexandra Bougilova, et un professeur de l'EPHE, le professeur Olivier Dutour. Et donc, dans le cadre de ce LIA, qui travaillait donc sur la retraite de Russie, il y a eu une fouille d'un charnier de soldats napoléoniens. C'était essentiellement des jeunes soldats de la Grande Armée qui étaient qui étaient dans des hôpitaux militaires en fait de la ville prussienne de Königsberg, maintenant qui est la ville russe de Kaliningrad, qui est dans l'enclave russe qui est au niveau des pays baltes. Et donc, ces hommes sont morts au cours de la retraite de Russie pendant l'hiver 1812. Et donc, il y avait un énorme charnier de soldats qui a été fouillé donc, par cette équipe franco-russe dans les années 2006. Moi, je n'ai pas participé à cette fouille. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le matériel squelettique qui est fabuleusement bien conservé. Et donc, parmi ces restes squelettiques, il y a évidemment beaucoup de traumatismes, beaucoup de squelettes traumatisés. Et donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir travailler dessus, pouvoir expliquer certains des traumatismes. Or, on n'a pas le droit de pouvoir ramener ces ossements en France parce que avant 1914, le matériel squelettique n'a pas, il n'y a pas d'accord pour rapatrier les restes osseux en France. Ils n'ont pas le statut de mort pour la France et donc on est obligé de laisser les squelettes en place. Donc les squelettes restaient à Moscou, on ne pouvait pas les ramener en France. Et donc pour pouvoir permettre une étude plus approfondie,
Nous avons eu la chance de pouvoir scanner certains des os traumatisés à l'Université de médecine et d'odontologie de Moscou, qui nous a gracieusement fait ces acquisitions scanners. Et donc, on a pu rentrer dans notre laboratoire à Bordeaux avec les images scanners et pouvoir ainsi les étudier. Et il y avait un scan qui était, enfin, un ossement qui était particulièrement intéressant. Alors, je ne sais pas si je peux déjà le montrer. Voilà, vous l'avez à l'écran. Voilà, Oui, il est à l'écran. c'est très bien. Donc, il appartient donc à un jeune soldat, un jeune homme de 18 ans. Hein. On a pu identifier son âge avec une assez bonne précision. Donc, il s'agissait d'un jeune garçon de 18 ans. Et donc, vous voyez, hein, il a une fracture de son fémur gauche, une fracture complexe, puisqu'il y a à la fois une consolidation en mauvaise position et donc une angulation et un raccourcissement. Et donc, il nous paraissait vraiment très intéressant de comprendre en fait le mécanisme fracturaire. Et donc, nous avons pu réaliser ces scanners et sur les coupes scanners, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, ces coupes ont été visualisées sur le logiciel, un logiciel que nous utilisons à l'université, qui a été développé vraiment pour nos besoins en imagerie par notre ingénieur imagerie 3D qui s'appelle Bruno Dutailly. Et donc, ce logiciel Tivni, c'est avec ce logiciel que je travaille en permanence et avec qui je passe des heures. Donc, sur ces coupes scanners, nous avons pu voir, nous avons pu très bien différencier en fait les différents éléments du fémur et au milieu de ces, voilà, vous l'avez en haut à gauche, au milieu de ces éléments de fémur, on a pu voir cette espèce de remodelage osseux, cette énorme cale qui a une structure, une texture un peu différente et qui en fait, donc le cale, le remodelage, vous savez quand un os se fracture, il va réagir en formant de l'os et donc on voit assez bien la différence de densité entre les fragments osseux du fémur original et cette espèce de gang de remodelé. Et à l'intérieur, dans le remodelage, on a vu également des éléments, des artefacts extrêmement denses qui n'avaient pas pu être traversés par le rayon X. Et donc, nous avons émis comme hypothèse qu'il pouvait s'agir d'éléments d'origine métallique et notamment de plomb, puisque c'était le matériau de fabrication des balles de fusil. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que donc sur les images scanners, nous avons travaillé sur ces images et nous avons mis en évidence, nous avons pu différencier tout ce qui relevait du remodelage osseux, donc qui apparaît en vert en haut à droite. Et ensuite, on a pu l'enlever virtuellement. Hein, on a pu retirer ce remodelage qui gênait un petit peu la vision du processus fracturaire. Et en C, on a pu, donc, vous voyez, on a pu retirer virtuellement ce remodelage et ne voir uniquement que les éléments du fémur. Et on a pu ainsi mettre en évidence qu'il s'agissait d'une fracture, ce qu'on appelle une fracture comminutive, c'est-à-dire une fracture en différents éléments. Il y a à peu près 7 éléments du fémur. Et on a pu également voir d'un peu plus près sur le numéro D, vous avez une espèce de facette au niveau de la tête du fémur, qui descend un petit peu au niveau du col du fémur. Et ça, c'est un des éléments qui est assez diagnostique de la pratique cavalière. Donc, déjà, comme hypothèse, on a pu dire que notre individu était certainement un cavalier et qu'on lui avait donc tiré dessus avec une balle en plomb. Toujours grâce à l'imagerie et grâce à ces possibilités de reconstruction, eh bien, on a pu en fait reconstruire le fémur tel qu'il était avant le tir et voir en fait nous avons retrouvé l'entrée de la balle et on a vraiment fait de la paléobalistique, c'est-à-dire qu'on a pu tracer l'angle d'attaque et on a vu en fait que le tir venait de bas en haut et donc on a émis l'hypothèse qu'il s'agissait donc certainement d'un fantassin russe qui avait donc dû tirer dans la cuisse d'un soldat et provoquer donc la fracture, donc la balle a explosé dans le fémur et voilà, donc ça a été mis en évidence grâce donc à cette technique de tomographie et d'imagerie 3D. Et
Alors, ce qui est un peu étonnant aussi pour nous, c'est que donc ce soldat n'est pas mort de sa fracture, hein, puisqu'il a été pris en charge, il a été alité. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu d'appareillage. On n'a pas essayé en fait de travailler sur sa fracture, de la réduire. Elle n'a pas du tout été prise en charge, alors qu'à l'époque, par exemple, il y avait un chirurgien sur le terrain qui s'appelait le docteur Larrey, qui était très connu pour ses amputations. Et donc, si ce soldat avait été amputé, bon, c'est certes un traitement radical, mais il aurait pu être appareillé et marcher beaucoup plus rapidement et donc ne pas décéder de complications tardives parce que ce soldat est certainement mort donc d'autre chose, hein, que de sa fracture, peut-être du typhus. Mais voilà, s'il avait été pris en charge par ce chirurgien, et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait, eh ben, voilà, il s'en serait peut-être sorti avec une cuisse en moins, mais voilà, il ne serait pas mort de complications secondaires. Donc voilà un petit peu ce qui nous a été possible de faire, c'est-à-dire qu'on a retracé toute l'histoire de ce qui est arrivé à ce jeune soldat grâce à la tomodensitométrie et à l'imagerie 3D. Et du coup, pour préciser un petit peu cette technologie de numérisation 3D qui est la Tomo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail la différence avec un scanner classique? Qu'est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, vous cherchez avec la tomographie et ce qui vous intéresse pour peut-être par rapport à voilà, des techniques plus classiques ou en tout cas par rapport à un scanner classique? Alors en fait, la tomodensitométrie, c'est un scanner classique, hein, c'est le principe du scanner que vous avez dans les hôpitaux. Et là, justement, c'est un scanner tout à fait classique qu'on a utilisé. Donc, vous savez, hein, on envoie des rayons X, des rayons, c'est des rayons électromagnétiques. Une partie de ces rayons va être absorbée par la matière, alors que ce soit du tissu chez l'être vivant ou ça peut être donc sur des archéomatériaux, hein, comme l'os, les dents, etc. Donc, il va y avoir une partie qui va être absorbée par les tissus et on va mesurer cette absorption et ensuite ça va être numérisé et ainsi on va pouvoir reconstruire des images 2D puis 3D des différentes structures qui auront été traversées. Alors, ce qu'on utilise aussi beaucoup dans mon laboratoire, c'est la microtomodensitométrie. Alors, microtomodensitométrie, ce n'est pas un petit tomodensitomètre, hein, ce n'est pas un petit scanner, c'est un scanner qui est souvent même plus grand qu'un scanner médical, mais qui va permettre des acquisitions avec des résolutions beaucoup plus fines. C'est-à-dire qu'on va descendre à des résolutions proches du micron. Et donc là, on va vraiment pouvoir travailler sur la microarchitecture osseuse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment décortiquer la structure de l'os, à la fois la couche corticale, la partie trabéculaire, c'est-à-dire le réseau qui est à l'intérieur. Et ça va vraiment nous apporter des informations vraiment hyper intéressantes. En plus, bon, après peut-être qu'on parlera des intérêts, mais en tout cas, voilà. Il y a aussi une autre technique de microtomodensitométrie qui s'appelle la microtomodensitométrie par synchrotron. Là, c'est encore autre chose. Hein. Vous en avez un à Grenoble, il y en a à Paris. Ça aussi, c'est une technique encore plus élaborée qui permet vraiment d'avoir des images incroyablement précises, par exemple sur les dents ou sur les os aussi, et qui nous permet ensuite de minimiser en gros notre travail sur les images. Plus la qualité de l'image est bonne, et moins ensuite le travail qu'on aura à faire, ce qu'on appelle un travail de segmentation, où on doit différencier les éléments d'une image. Plus l'image à la base est bonne et plus le travail en aval sera facile à réaliser. Et donc, un intérêt notable de la numérisation, c'est de pouvoir aussi, derrière, imprimer les ossements pour poursuivre les recherches, j'imagine. Et donc, du coup, avec peut-être une contrainte de déplacement, enfin, de mobilité des squelettes qui n'était pas possible dans votre projet. En quoi la numérisation 3D vous a permis de poursuivre ces recherches? Voilà, dans le cas présent, là, le cas précis où on ne peut pas ramener, on ne peut pas transporter les ossements, ou parfois aussi dans certains musées, on n'a pas le droit de sortir les ossements, ben, la numérisation nous permet quand même de faire ces recherches. C'est-à-dire que, bon, là, on les sort momentanément pour les scanner, mais ensuite, on peut poursuivre l'étude. Si on veut, on peut imprimer l'ossement parce que c'est vrai que des fois, on a vraiment besoin du contact. Hein. C'est vraiment très important d'avoir le contact et on arrive à
faire. Donc là, j'ai le fémur, voilà, il est imprimé à l'envers, hein. Je vous ai dit que c'était un fémur gauche, celui-là, c'est un droit. Il a été imprimé en symétrie, mais des fois, on a vraiment besoin de ce contact, et là, l'impression est tellement fine que je vous assure qu'on a vraiment l'impression de toucher un os. Alors, on n'a pas le même poids, bien sûr, hein, mais au niveau de la texture, on a vraiment la texture de l'os, et ça, c'est très important. Pour nos étudiants, par exemple, on peut leur montrer ce que c'est qu'une fracture complexe, comminutive, etc. J'ai amené d'autres choses. Par exemple, on a des cas de rachitisme. Ça, c'est un os enfant atteint de rachitisme. Vous savez, le manque de vitamine D qui entraîne donc des courbures anormales des fémurs. Donc ça, c'est vraiment très important pour la partie didactique, hein, puisque du coup, nos étudiants peuvent avoir accès à différents ossements qui peuvent être éparpillés dans le monde entier. Et bien, grâce à ça, voilà, on peut diffuser facilement les connaissances. Et voilà, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grâce à ces méthodes, on peut vraiment faire des choses incroyables. On peut reconstruire des parties manquantes sur des crânes. On peut reprendre des crânes qui ont été perturbés, qui ont subi des aplatissements, par exemple. On peut leur redonner une forme, entre guillemets, normale. Voilà, il y a vraiment une possibilité de multiplier les études tout en conservant l'intégrité des spécimens et sans les déplacer quand on ne peut pas le faire. Ou peut-être aussi directement sur les sites archéologiques, peut-être de pouvoir aussi capter numériquement des ossements sur le terrain qui sont difficilement manipulables parce que trop mous ou compliqués à manipuler. Peut-être que ça peut aider aussi pour certaines ces choses-là, peut-être. Oui, tout à fait, mais à ce moment-là, on n'utilisera pas donc la tomographie, puisque la tomographie, il faut quand même une chambre forte, il ne faut pas qu'il y ait des rayons qui traversent la pièce. Mais par contre, on a d'autres méthodes, comme la photogrammétrie, la lasergrammétrie. Donc voilà, on a d'autres possibilités de capter l'objet en 3 dimensions, ou carrément même la scène, la zone de fouille, hein, on peut carrément capter toute la zone de fouille, ce qui permet de conserver, puisque vous savez que quand on fouille ensuite, eh ben, on détériore en fait, en fouillant, on supprime des informations, et donc là, de fait de capter une zone de fouille, eh ben, ça permet de préserver l'information, quitte ensuite à y revenir un peu plus tard en se disant, tiens, j'ai oublié de noter telle information, eh ben, je reviens à cette scène. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 20-30 ans, et donc qui permet de faire progresser notre discipline. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, je le répète. On y reviendra à la fin de cette petite table ronde. Voilà, on va tout de suite enchaîner avec Laetitia et Anne qui sont à côté de moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos actions au Musée archéologique de Grenoble ? Oui, alors le musée archéologique à Grenoble est un musée de site où on a la charge de la valorisation et de la conservation d'une ancienne nécropole qui a évolué en cimetière paroissial et avec des églises successives qui se sont construites sur ce lieu. Donc la nécropole date du IVe siècle, elle a été utilisée jusqu'en 1793, date de fermeture du cimetière par décret royal, et la première église, elle date du VIe siècle, et voilà, elle a été désacralisée en 1981. Donc on a une très grosse histoire présente sur le site, et notre rôle, c'est de le protéger et de le valoriser par des visites, par des actions de médiation, par des expositions, etc. L'autre particularité du musée, c'est qu'on abrite une collection ostéologique importante avec environ 1800 individus qui ont donc été inhumés ici entre le IVe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Donc, même rôle, il faut le conserver, il faut l'étudier. Donc, on met cette collection à disposition des chercheurs pour des projets de mémoire, de master, de thèse. Et notre rôle après est de valoriser toutes ces connaissances auprès du public. Voilà. Eh ben, super, merci. Et vous avez réalisé un projet de partenariat avec le Fab Lab de la Casemate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et on détaillera un petit peu après la partie médiation, mais déjà le contexte du projet.
Alors, en fait, cette collection ostéologique, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet d'explorer l'histoire d'une population en continu depuis le IVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et donc de permettre des études sur l'état sanitaire d'une population sur la longue durée. Et donc ça, c'est une situation assez extraordinaire et passionnante pour les archéologues et pour les historiens parce que c'est un cas de figure extrêmement rare. Donc, depuis une dizaine d'années et la fin des fouilles sur le site, un certain nombre de chercheurs ont mené des recherches extrêmement pointues sur ces collections, dont Hélène, qui est présente avec nous aujourd'hui, et d'autres, de façon à travailler sur les modalités de vie, les pathologies, les habitudes alimentaires, les étapes de sevrage, enfin, autant de connaissances qu'on accumule progressivement sur cette population grenobloise et qu'on cherche aujourd'hui à faire connaître. C'est-à-dire que dans la présentation initiale du musée, on était vraiment sur l'histoire du site, de son développement. Et là, à l'occasion des 10 ans du musée, on change de cap, ou plutôt on apporte un itinéraire bis à l'intérieur du parcours du musée pour amener le public à rentrer dans la connaissance de toute de ces recherches, sur tous ces résultats des études anthropologiques de la population du cimetière, et de les partager et de les appréhender de façon fine. Seulement, le public, il n'est absolument pas familier des rites funéraires, de la manipulation des ossements, des squelettes, de la lecture de ce que peut être une pathologie sur un ossement. Bien sûr. Tout ce travail qui est vraiment le quotidien des anthropologues. Et donc, il fallait trouver, à partir d'un certain nombre d'individus qui nous paraissaient vraiment intéressants, représentatifs d'un type de pathologie ou d'un type d'approche anthropologique, trouver des dispositifs de médiation qui soient pertinents pour amener le public à comprendre ce qu'on regarde, comment on regarde et qu'est-ce qu'on trouve. Voilà. Et donc, bien souvent, la compréhension, surtout quand c'est de la compréhension et de la médiation scientifique grand public, elle passe par l'appropriation, la manipulation. Et évidemment, comme on conserve des ossements humains, il était hors de question de les faire manipuler par le public. Oui, ils sont bien sûr. conservés dans nos réserves avec un certain nombre de principes déontologiques qui sont extrêmement cadrés. Et donc, c'est poser la question de comment faire comprendre au public et de quelle manière. Et donc, très naturellement, l'équipe du musée s'est tournée vers la casemate et est venue avec ces questions et ces interrogations sur la manière d'expliciter un certain nombre de pathologies. Et donc, petit à petit, dans la discussion, il y a un cas particulier qui a été retenu et avec lequel on a travaillé avec vous. Donc, je vais laisser Laetitia expliquer ce cas des vertèbres. Le cas des vertèbres. Le cas Les des fameuses vertèbres. Les vertèbres. fameuses vertèbres. Les fameuses exactement. vertèbres. Alors, donc oui, on a sélectionné un individu qui a un gros problème sur sa colonne vertébrale. Donc, il s'agit d'un homme qui vivait au 5e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, en observant, en faisant les observations classiques qu'on doit faire en anthropologie, il s'est avéré que 3 de ces vertèbres, et notamment une vertèbre thoracique, donc c'est les vertèbres qui supportent les côtes sur le squelette, étaient vraiment très, très, très abîmées. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir. Voilà, vous pouvez la voir là à l'écran. Donc, La caméra va changer, voilà. Voilà, alors normalement, le corps vertébral, donc l'épaisseur en fait de la vertèbre est beaucoup plus épais. Et là, on a observé un gros tassement avec un développement d'os supplémentaires sur le côté. Donc, il s'avère qu'il a probablement fait une chute verticale très importante et la réception a été assez violente. Merci Hélène et Olivier de nous avoir aidés pour le diagnostic. Et donc, ça a entraîné en fait un tassement vertébral. Donc la vertèbre s'est complètement écrasée, ce qui fait qu'il a penché à 45 degrés vers l'avant. Voilà, c'est quand même assez handicapant. Malgré tout, il a survécu à sa chute, il a vécu encore un certain temps.
Et il a même été accompagné dans sa tombe, puisqu'il y a beaucoup d'objets, notamment des pièces de monnaie, qui ont été déposées avec lui. Donc, ça nous donne également un renseignement sur la prise en charge du handicap à cette époque-là. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est le squelette, il est loin du public. Le dessin, c'est bien. On a des illustrations qui montrent sa colonne vertébrale, mais la manipulation, c'est encore mieux. Donc, au fil des conversations, il s'est avéré que on pouvait numériser avec les outils mis à disposition par la casemate, on pouvait numériser cette fraction de colonne vertébrale et l'imprimer pour que le public puisse justement comprendre la déformation et les implications que ça pouvait avoir sur le quotidien de cet individu. Après, on a fait un choix de couleur. Cette couleur violette. D'accord. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors bon, déjà, on a une charte graphique et c'est la couleur de notre musée, donc ça s'insérait plutôt pas mal. Et surtout, en fait, on voulait mettre une distance entre les ossements, les vrais ossements et le public. On voulait vraiment montrer que c'était un outil de médiation et pas faire peur aux visiteurs. Plus de proximité avec votre Exactement. public. D'accord. Qu'ils n'hésitent pas à s'emparer de cet outil. On a longuement réfléchi, on a longuement échangé sur la question et on s'est dit finalement, la couleur classique de l'os pouvait interpeller et pouvait freiner la manipulation. Alors que là, on sait que voilà, on est sur un outil de médiation, ça se voit, et il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de gêne à le manipuler. Et justement, après quelques jours d'utilisation, voilà, puisque c'est tout neuf. Dispositif déjà en place, en usage. Voilà. Donc, après quelques jours d'utilisation, le public s'en empare vraiment très bien. Super. Et manipule ses vertèbres. Et reste un long moment à justement jouer avec ces 3 vertèbres et voir sa position normale, la position de la colonne vertébrale de cet individu. Et donc, c'est un véritable plaisir de voir que ça fonctionne et qu'on ne s'est pas trompé sur l'outil de médiation qu'il fallait développer. Et du coup, vous allez continuer à utiliser des outils numériques par la suite dans vos expositions ou est-ce que vous êtes intéressé par ces dispositifs numériques? Comment vous voyez la suite? Oui, alors en fait, c'est pas le seul dispositif numérique, hein. C'est le plus impressionnant parce que c'est une reconstitution 3D et qu'on peut manipuler des vertèbres. Mais on a élaboré aussi une vidéo 3D pour essayer de faire comprendre ce qui s'est passé sur le crâne d'un individu qui a une trépanation. Et donc là, à partir d'une numérisation 3D de ce crâne, on part de la numérisation du crâne et donc de l'image réelle de cet élément. Et ensuite, on bascule sur de la reconstitution 3D pour proposer un scénario explicatif de cette trépanation. Donc là aussi, c'est une façon, les outils 3D ils permettent de partir de l'original et ensuite d'élaborer un discours scientifique rigoureux pour donner les données explicatives. C'est-à-dire que l'intérêt de choisir un individu qui a une trépanation, c'est d'une part, c'est un acte chirurgical qui est assez rare. C'est intéressant de montrer qu'il est pratiqué dans des périodes anciennes, qu'il est documenté. Que dès le Moyen-Âge, on a des textes qui expliquent la trépanation, les processus, comment ça se passe, du point de vue de la chirurgie. Et puis ensuite, de montrer que cet individu, sur ce crâne, on a un début de reconstruction osseuse et de réparation et d'os qui commence à repousser après la trépanation. Et donc, avec la vidéo 3D, on peut montrer cet élément d'os qui repousse. Alors, évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est l'origine stricte de la trépanation, dans quel délai l'homme est mort à la suite de cet incident. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est d'expliquer ce qu'on observe et les hypothèses qui permettent d'expliquer à la fois la pathologie et la manière dont on a procédé pour la trépanation. Et d'amener à nouveau le visiteur à rentrer dans la démarche d'analyse. De proximité encore avec votre public. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on veut un peu dans ces éléments complémentaires dans le parcours, c'est qu'on prend le visiteur par la main et on lui dit viens avec nous regarder les ossements de plus près. Et on lui propose de découvrir progressivement par étapes tous les éléments qu'a le chercheur anthropologue à sa disposition pour faire parler les ossements. Parce que finalement,
En étudiant les ossements à Saint-Laurent, on parle des vivants et de leur mode de vie, de leur mode d'organisation sociale. Et c'est d'abord ça qui nous intéresse. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention, très intéressant. Nous allons prendre un petit moment de questions, car je vois le temps qui avance. Vous pouvez continuer, si vous le souhaitez, à poser vos questions sur le chat. Je vais donner la parole à Sarah pour une première question. Alors, on a des questions qui sont plutôt intéressantes. Déjà, je pense que c'est plutôt pour Hélène. Pourquoi n'est-il pas facile en fait de sortir les eaux d'intérêt sur les sites archéologiques et ceci pour les faire circuler? Donc, c'est par peur plutôt de les perdre, plutôt de les abîmer. Est-ce qu'il y a une manière de les conserver pour les déplacer, pour les protéger de l'humidité, de l'air ou d'autres choses? Oui, Pourquoi alors, alors, en général, lorsqu'on est sur un site, alors il y a plusieurs possibilités. Lorsqu'on est sur un site de fouille, on ne peut pas ramener comme ça directement les ossements, hein. Voilà, il faut les marquer, il faut noter l'endroit où on les a pris. Vous savez, sur un site, il y a un carroyage, donc on note exactement l'endroit où on a retiré l'os. Voilà, il faut ensuite les laver. Quand on les ramène en laboratoire, il y a une phase de lavage des ossements. Il y a une phase de marquage qui est très très longue, c'est-à-dire que les informations d'emplacement, de numéros, etc. sont marquées sur tous les os et seulement après, on va pouvoir les étudier, regarder donc l'ostéobiographie de l'individu, son âge, son sexe, s'il a eu des maladies, etc. Donc, on ne peut pas directement comme ça sortir l'os et le déplacer. Et il y a le cas aussi des musées. Certains musées en charge la conservation de pièces extrêmement fragiles, comme par exemple des fossiles humains. Un musée va avoir du mal à laisser sortir un ossement pour le laisser être manipulé. Et donc, il aura beaucoup plus envie de laisser à la disposition du chercheur des images scanner que le vrai os. Donc ça aussi, c'est vraiment un intérêt de la 3D, c'est de pouvoir laisser à la libre circulation de la communauté scientifique, de tous les chercheurs, des images, des très bonnes images scanners des pièces fossiles rares, plutôt que les pièces elles-mêmes qui, effectivement, pourraient être cassées, parce que voilà, ce sont des pièces fragiles, ce sont des pièces anciennes, il y en a très très peu, et donc en général, les conservateurs sont très frileux à laisser comme ça manipuler ces ossements. Merci pour cette réponse. Une autre question, peut-être? Ça va être plutôt pour le musée Archéo, cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un enjeu important à imprimer des ossements en fait, en 3D, pour favoriser en fait, l'acceptation et l'habitude peut-être de leur manipulation et de leur présentation au public par rapport à différentes manières d'appréhender la mort, dans le sens, est-ce qu'il y a un intérêt par exemple, typiquement, vous parliez de la couleur violette. Est-ce qu'on rend ça moins choquant, on va dire, pour les gens et pour les visiteurs? On a, nous, une thématique qui est la mort et on l'assume. On joue le jeu et on démystifie tout ça. Donc, on n'hésite pas à répondre aux questions des enfants qui peuvent venir parce qu'ils savent que c'est un endroit où on pourra répondre à leurs questions sans tabou. On n'hésite pas à expliquer certains processus taphonomiques, etc. Donc, on va très loin et notre but, oui, voilà, c'est de vulgariser ça et de rendre accessible ces notions. Après, ce qui est très intéressant aussi avec la collection, c'est de voir l'évolution aussi des mentalités, des rites funéraires et l'approche de la mort à travers les siècles qui est différente au 4e et 17e siècle. On a une approche qui est encore complètement différente parce que autre religion, parce que autre contexte historique, parce que autre contexte épidémique parfois, etc. Donc, c'est notre rôle. Et l'enjeu de cette 3D, c'est d'apporter cette proximité justement aux visiteurs et d'avoir un discours plus simple aussi. Je vous disais, on a 1800 individus conservés au musée. On n'a pas les 1800 individus qui sont présentés. Par contre, on a des cas très intéressants dans les réserves. Donc, cette numérisation, cette impression permet aussi de sortir les collections des réserves et d'en parler, de faire de la médiation autour de ça.
Merci, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions, peut-être pour nos invités? Oui. Eh bien, on peut noter une remarque d'Hélène qui est très pertinente, mais c'est qu'il y a aussi un grand intérêt pour les malvoyants de l'impression Oui, 3D bien dans sûr. les expositions. Ouais. Et ça, je trouve ça très important, effectivement. Et est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui, Je sais pas. encore une petite question, bien sûr. Donc, encore pour Hélène. Ah, voilà. On se posait la question, est-ce que, parce que j'imagine que les fichiers qui sont numérisés via le scanner sont très très lourds. Du coup, est-ce que la méthode d'archivage de ces fichiers numériques est complexe? Comment les gérer, les garder, les collecter? J'imagine que ça prend beaucoup de place, quoi. Du coup, comment ça se passe? Peut-être une limite justement à ces outils numériques, c'est intéressant. Oui, c'est une question très intéressante que vous me posez là. C'est vrai que bon, quand il s'agit de scanners classiques, donc scanner type médical, ce qu'on a fait sur le fémur du soldat, là, ce qu'on a fait là, c'est pas très très lourd, hein, c'est pas des fichiers énormes, donc ça va, on arrive à les gérer, on peut les garder dans nos ordinateurs, mais voilà, il faut pas trop non plus les multiplier. En revanche, quand on utilise d'autres formes d'acquisition comme donc le microscanner classique ou le microscanner synchrotron, quand on a fait notre dernière campagne d'acquisition de synchrotron, on est revenu avec des téraoctets de données. Et donc là, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une gestion de ces données. On ne peut pas garder ça sur des disques durs, ce n'est pas possible. Donc, par exemple, dans notre laboratoire, on a été obligé, enfin, on a eu la chance de recruter quelqu'un qui est en charge des bases de données parce que voilà, il faut vraiment prévoir. Maintenant, quand on fait une demande de financement, et qu'il y aura une partie 3D, il faut vraiment penser à ça. Il faut vraiment prévoir les moyens de stockage pérennes des données 3D, c'est-à-dire des réseaux, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'envisage parce que ça, malheureusement, ça coûte de l'argent, donc ça s'envisage en amont. C'est comme avant quand on faisait des demandes d'ADN, ben voilà, il fallait le prévoir un petit peu avant dans les demandes et il fallait demander un petit peu plus d'argent pour l'ADN. Ben maintenant, ça se fait aussi pour la 3D, c'est-à-dire qu'il faut prévoir aussi du stockage et du stockage pérenne. Et ça, comme vous le dites, Gaëtan, effectivement, c'est une des limites. Il y en a d'autres hein, à l'utilisation de la 3D. C'est très beau, hein, c'est très sexy de faire des belles images, etc. Mais il faut aussi du matériel très performant. Et notamment, il faut des stations 3D très, très puissantes avec une énorme carte graphique, beaucoup de mémoire. Et donc, c'est du matériel qui coûte très, très cher. Donc ça aussi, c'est un des facteurs limitants parce qu'on ne peut pas faire tourner des images 3D sur un petit poste qui est prévu seulement pour faire du traitement de texte. Donc ça aussi, c'était un facteur limitant. Et donc maintenant, quand on monte des dossiers, quand on monte des programmes de recherche où on sait qu'il y aura de l'imagerie 3D, eh bien, il faut simplement le prévoir dans les budgets. Il faut budgétiser à la fois le stockage et l'appareillage. Ça se prévoit. Eh ben, super, merci beaucoup. Anne veut intervenir pour… Oui, je pensais à quelque chose, je reviens à nos vertèbres, c'est-à-dire que le paradoxe de cet objet de médiation, c'est qu'il y a une technologie extrêmement pointue derrière, mais pour un résultat très simple et très performant. Voilà. Et c'est un peu l'intérêt, le paradoxe de ces vertèbres, et c'est pour ça qu'on souhaitait en parler. C'est-à-dire que derrière des technologies très pointues, on arrive à un rendu et un objet, un outil très simple et très efficace. C'est très juste, c'est très, très Voilà. juste. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous nos invités d'aujourd'hui. On va conclure cette séance parce que je vois qu'il n'y a pas de questions en plus. Je dois vous rappeler quelques petites choses sur notre prochaine table ronde qui se déroulera au mois d'août prochain sur les déchets dans les espaces de fabrication. Voilà, prochaine Qu'est-ce que tu fabriques numéro 4. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site de la casemate. Vous allez recevoir aussi un petit questionnaire de satisfaction. Ça nous permet, nous, en interne, de nous améliorer pour notre prochaine table ronde. Voilà, merci si vous pouvez y répondre. Et puis, une petite promo pour les journées européennes de l'archéologie, car nous sommes aujourd'hui le premier jour de lancement. Je vais laisser la parole à Laetitia, qui va en parler mieux que moi.
Oui, alors les Journées européennes de l'archéologie, ça fait maintenant quelques années que ça existe. Ça a été lancé par l'INRAP et c'est supporté par le ministère de la Culture. Donc l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive. C'est donc un opérateur qui fouille en France. Et donc l'objectif de ces journées, c'est d'ouvrir les sites, d'ouvrir les chantiers, d'ouvrir les musées, d'ouvrir les collections au public et de faire découvrir notre discipline. Et donc, le musée archéologique, comme chaque année, participe à ces journées. On a un programme qui est très intense, avec des visites thématiques en lien avec l'anthropologie, en lien avec aussi les nouveaux aménagements que nous avons faits sur le parcours, des ateliers pour les enfants d'initiation à la fouille, et le samedi soir, une soirée de lecture autour de la mort. Voilà, ça fait partie aussi, comme je le disais tout à l'heure, on assume ce côté funèbre, et il y aura donc des lectures sur le thème de la mort, avec voilà, des textes humoristiques, parfois un peu fantastiques, humour noir, philosophique. Mais il n'y a pas que nous, il y a plein de participants sur le département de l'Isère. Il y a 17 manifestations au total réparties sur le département. Jusqu'à dimanche. Hein. C'est jusqu'à dimanche. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver la programmation sur le site culture.isère.fr où vous aurez donc la programmation du départemental. Et si vous avez la chance de bouger ce week-end et de sortir du département, vous pouvez retrouver la programmation nationale sur journée-archéologie.fr. Eh ben, c'est super. Merci pour ces informations. On arrive au terme de cet événement. Je vous remercie encore toutes pour votre participation et d'avoir été présentes aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.